Bien, bonjour, je suis ravi d'être ici, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux de venir vous présenter le résultat d'une enquête que j'ai menée pendant une enquête de longue durée, pendant plusieurs années, sur le marché de l'occasion et un marché que j'ai appréhendé, que j'ai choisi de saisir par son commerce. Alors aujourd'hui, je vais procéder en trois temps. Je vais tout d'abord vous présenter quelques éléments de cadrage sur le marché de l'occasion, avec des données d'une fraîcheur assez assez forte, puisque j'ai une double casquette. J'ai fait ce livre-là, j'ai mené cette enquête, mais je participe également au comité scientifique de l'enquête qu'a engagé la SOFIA et le ministère de la Culture sur le marché des livres d'occasion. Et je vous donnerai quelques résultats de cette enquête-là. Je reviendrai ensuite sur quelques résultats de mon enquête sur les dynamiques qui traversent le commerce du livre d'occasion, la plateformisation, l'écologisation, etc. Et puis je répondrai enfin aux deux questions que j'ai posées. Est-ce que le livre d'occasion est-il bon pour la planète? Et deuxième question, quelle place en librairie de nouveautés a le livre d'occasion, s'il en est une? Alors, d'abord, quelques éléments de cadrage. Qu'est-ce qu'un livre d'occasion? Je vais être évidemment très bref. C'est pas un livre neuf, c'est pas un livre soldé, c'est pas un invendu. Ce n'est pas non plus, en tout cas dans mon enquête, un livre ancien ou livre de collection. C'est un livre qui est édité à peu près depuis les années 50-60, qui est davantage convoité pour son contenu que pour sa matérialité. Et c'est une, on pourra revenir là-dessus, mais dans la majeure partie des cas, sa valeur marchande est dégressive. C'est un marché essentiel pour la circulation de la culture imprimée, et c'est un marché qui est resté méconnu, que le ministère de la Culture aussi avait cherché avec Hervé Renard, qui avait réalisé le premier cadrage statistique il y a quelques années seulement. Et c'est un marché qui est resté évidemment assez méconnu. Et on peut le voir comme un dispositif d'accès aux livres supplémentaires, voisins des cabinets de lecture, des clubs de livres, des grandes surfaces, du livre de poche, mais aussi des bibliothèques publiques, des boîtes à livres que je n'ai pas étudiées. Bref, voilà, c'est-à-dire qu'il prend une place assez forte aujourd'hui dans la circulation du livre. Il a un rôle fondamental pour la circulation de la culture imprimée et il, pour tout un tas de raisons que je vais évidemment énoncer, connaît une certaine actualité. Les contraintes budgétaires, évidemment, des ménages qui viennent favoriser le marché de la seconde main, pas seulement évidemment pour le livre. Les plateformes, évidemment, la plateformisation du commerce du livre d'occasion, c'est ce que j'ai voulu étudier de près. Aujourd'hui, toutes les barrières sont, même quel que soit l'âge, le Covid a aussi accéléré les choses, toutes les barrières sont aujourd'hui levées pour acheter en ligne, mais aussi pour revendre en ligne ces produits. C'est une certaine actualité aussi par rapport évidemment à la crise climatique et aux nouvelles valeurs écologiques associées à la consommation. Je reviendrai sur ce point-là. Quatre enjeux posés par l'extension du marché. Premièrement, est-ce qu'il cannibalise ou simplement parasite le marché du livre neuf? Alors, ça, c'est des enquêtes assez complexes à mettre en place, des enquêtes d'économétrie. Il y en a une qui a été menée en 2006, elle est assez ancienne, et elle montre que finalement, le taux de substituabilité reste limité. Il était à 16%. C'est-à-dire on comparait en fait sur la même plateforme, Amazon, aux États-Unis, les mêmes titres selon ce qu'ils vendaient en neuf et en version d'occasion. Il faut aussi raisonner de cette façon-là, c'est-à-dire que le livre d'occasion n'est pas seulement un substitut du livre neuf, c'est aussi un livre en plus. Un livre en plus, soit un livre évidemment épuisé qu'on trouverait sur le marché de la seconde main, mais également un livre test, c'est-à-dire que finalement vous avez entendu parler d'un auteur et avant d'acheter les livres neufs de cet auteur-là, vous voulez tester effectivement un peu l'un de ses livres, l'un de ses ouvrages, plutôt anciens, par l'occasion, pour ensuite, pourquoi pas, éventuellement, acheter son dernier livre en version neuve. C'est un marché également qui s'organise sur une base juridique assez claire. Les prix sont libres, ils sont fixés par les détaillants. Je reviendrai aussi là-dessus. Et on constate évidemment la doctrine juridique, c'est celle de l'épuisement des droits après une première vente. C'est-à-dire que ni les auteurs ni les éditeurs, après la première vente, ne touchent, ne perçoivent le moindre droit. C'est une revendication
assez récente, depuis quelques années, de la part de certains auteurs, de certains éditeurs, de mieux tracer, premièrement, le marché des livres d'occasion, pour éventuellement taxer les plateformes et abonder un fonds qui, finalement, structurerait un droit de suite, comme il en existe dans l'art contemporain, et pour, justement, rémunérer les auteurs, les titulaires des droits, les auteurs et les éditeurs. La question est assez délicate, effectivement, mais le rapport Racine de 2020 stipulait qu'un droit de suite serait techniquement incertain et peu à même de générer une ressource significative. Troisième enjeu, c'est l'avenir des détaillants traditionnels. Je vous parlais de plateforme il y a 2 minutes. Effectivement, aujourd'hui, pour dire un premier chiffre, 60% des transactions se réalisent en ligne. Donc, quel est l'avenir des bouquinistes et des libraires d'occasion? L'avenir est un peu plus complexe puisque les bouquinistes et les libraires d'occasion vendent également en ligne. C'est-à-dire que c'est souvent fait à contre-cœur, mais finalement c'est quasiment une obligation aujourd'hui d'être présent sur les plateformes et de référencer son offre. Et puis, dernier point sur lequel je reviendrai dans la conclusion, une solution écologique. Est-ce que le livre d'occasion est une solution écologique dans un contexte de surproduction de la filière liée à l'office et au coût relativement bas de la production? Donc, tel était mon projet scientifique. La question, c'était d'examiner les consommations. Je vais y revenir avec les données de la SOFIA et du ministère de la Culture. De réaliser ce qu'on appelle en sociologie une sociologie du marché et du travail marchand des professionnels. Examiner et documenter un peu les logiques d'approvisionnement, la construction de l'assortiment. Comment, justement, on passe aujourd'hui d'un approvisionnement à un assortiment, c'est-à-dire comment on constitue un ensemble de références commercialisables qui ont un potentiel de revente. Et puis la question très classique en sociologie économique de formation des prix, puisque c'est évidemment, vous l'avez compris, le détaillant qui fixe les prix. Sur quels critères repose ce travail-là, je vous en parlerai également. Une sociologie aussi des commerçants, moi c'est mon domaine de spécialité, là j'en parlerai moins aujourd'hui, mais effectivement dans le livre il y a beaucoup de... Je reviens sur les trajectoires, quelques-unes des trajectoires de libraires d'occasion, les pratiques de travail, les savoirs, les compétences, etc. qu'ils ont pu développer. Donc l'idée, c'était de réfléchir à différentes dynamiques qui traversent ce marché. Un marché, je vais vous donner les chiffres dans quelques minutes, qui s'étend, un espace commercial qui s'élargit, qui change de nature également, et des pratiques marchandes, des pratiques commerciales qui se technicisent par les plateformes, évidemment, mais aussi par des algorithmes qui viennent de plus en plus déterminer les prix de revente. Mais également des algorithmes qui viennent aussi aider des grandes organisations, des grands opérateurs de livres d'occasion, à savoir si on va intégrer tel ou tel livre dans notre stock pour le revendre. J'ai voulu également, je me suis intéressé à la France du Bon Coin et du livre, j'en parlerai un peu moins aujourd'hui, mais une autre dynamique assez forte, c'est l'investissement des particuliers sur ce marché-là. Et je vous donnerai là aussi quelques chiffres. Donc l'idée, c'était de réfléchir à finalement un temps fort du marché du livre d'occasion, une déstabilisation d'un modèle traditionnel de revente, c'est la première partie du livre, celle des libraires, celle des bouquinistes, celle des libraires de collection qui aussi ont évidemment une offre d'occasion, parfois même sur le trottoir, vous savez, dans des bacs séparés. De réfléchir aussi évidemment à l'avenir de Gibert, voilà, des grandes librairies d'occasion que l'on connaît tous. Et puis finalement de vouloir un peu se pencher sur ces nouvelles règles qui structurent aujourd'hui les échanges. Et 34% des acheteurs de livres neufs achètent aussi du livre d'occasion. C'était 24% en 2014. Le marché est estimé à 350 millions d'euros, c'est encore une fois une estimation. Et en termes de volume, ce serait 80 millions d'exemplaires. Du côté du neuf, c'est 360 millions d'exemplaires. Le marché, il varie selon les secteurs. Les transactions, en tout cas, varient selon les secteurs. Voilà les secteurs les plus représentés, en tout cas, quand on scrute les consommations des Français. Littérature de genre, littérature de jeunesse, BD hors manga sont particulièrement concernés par les transactions sur ce marché secondaire. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, 60% des transactions
ont lieu sur les plateformes. Ce qui est évidemment un élément à prendre en compte quand on réfléchit à la place du livre d'occasion dans une librairie de nouveautés. J'y reviendrai à la fin. Deuxième, on a voulu chercher aussi avec, à l'aide de la méthode de web scrapping, c'est-à-dire de collecte de données numériques sur les plateformes, quelle était non pas l'offre consommée, mais l'offre disponible sur les plateformes aujourd'hui. Et on a prélevé l'offre d'occasion, alors ça c'est, je ne vous passe les détails, mais techniquement c'est quelque chose de travail de grande ampleur, sur 6 plateformes. Les voilà. Qu'est-ce qu'on y trouvait comme livre d'occasion? On y trouve 18 millions d'offres qui sont identifiées, avec un EAN, etc. Et 603 000 titres différents. Donc là, on était à peu près, si je ne me trompe pas, on était à peu près en janvier-février 2023. 603 000 titres différents, donc il y a évidemment beaucoup de doublons sur les plateformes. Donc à la fois des titres proposés en plusieurs exemplaires, mais aussi un titre proposé sur plusieurs plateformes. 57% des titres ont paru il y a plus de 10 ans. Voilà un chiffre qui a de quoi rassurer les éditeurs. 4% des titres parus il y a moins d'un an. « 60% de l'offre à un prix inférieur à 10 €. Je vois que beaucoup prennent des notes. Si vous voulez, je pourrais diffuser mon PowerPoint sans problème. Comme ça, vous pouvez lever, surtout un dimanche, vous pouvez lever le stylo. 60% de l'offre à un prix inférieur à 10 €. Et 48%, ça c'est intéressant aussi, sont encore disponibles en neuf. 52% sont en arrêt de commercialisation. Ce que j'ai voulu construire également, moi, dans mon enquête, c'est pour y voir un peu plus clair, c'est-à-dire pour voilà, essayer de décrypter un peu comment fonctionnait le commerce du livre d'occasion. Il ne se réduit pas aux enseignes Gibert. J'ai utilisé un outil qui s'appelle la typologie, qui est évidemment assez classique en sociologie des marchés, voir quels étaient aujourd'hui les acteurs de l'offre que j'ai regroupés par activité et par fonctionnement. D'abord, il y a effectivement, c'est la première partie du livre, sur les détaillants traditionnels. Il y a une élite pour un lectorat initié, l'aristocratie du livre d'ancien, qui vend aussi du livre d'occasion, ce qu'ils appellent la bouquinerie ou le courant. Les bouquinistes des quais de Seine ou des quais de Saône, j'ai enquêté sur eux, mais effectivement, très anciens, leur rôle sur le marché de l'occasion est aujourd'hui marginal. Beaucoup vendent en ligne. Et parfois, sans agressivité aucune, mais ils font d'un décor, parfois de cinéma ou de série américaine, plus qu'ils jouent un rôle évidemment fort sur le marché de l'occasion. Les enseignes, on va dire tout public, le livre pour tous, Gibert, qui a toujours effectivement pratiqué l'interclassement. Ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte, entre une offre neuve et une offre d'occasion. Et puis je me suis intéressé aussi, alors là c'est très difficile de s'y intéresser puisque c'est une entreprise familiale, dont l'activité est extrêmement lucrative, mais très secrète, c'est Boulinier, qui résonne dans l'imaginaire étudiant parisien du quartier latin, etc. Boulinier offre quelque chose d'une grande valeur, c'est qu'il vous débarrasse, ce que ne font pas les autres. Il vous débarrasse, il vous rémunère, il vous prend tout petit peu, quelques centimes sur quelques livres seulement, mais finalement les marges, il y a un tableau dans le livre, je ne l'ai pas en tête, mais les marges sont très importantes en fait, parce que pour des livres rachetés à 5 centimes, et ou même rien du tout, zéro, et pour des reventes à 2 € ou à 3 € ou à 4 €, donc il faut travailler sur le volume, ils le font depuis un certain nombre d'années, c'est une entreprise qui a plus d'un siècle, et évidemment voilà, c'est une entreprise très lucrative. Et vous repartez, comme les prix sont bas, vous repartez avec ce goût de la flânerie, voilà, c'est une activité culturelle en fait d'aller chez Boulinier, vous repartez évidemment toujours avec quelques exemplaires sous le bras. Donc ça c'est effectivement le premier réseau un peu historique ou traditionnel en tout cas de détaillants du livre d'occasion. Et puis tous libraires, c'est de cette façon-là que je nomme tout un ensemble d'acteurs ou de nouveaux acteurs qui aujourd'hui joue un rôle considérable sur le marché du livre d'occasion et dont le développement a été finalement assez rapide. Les places de marché,
avec, sur ces marketplaces, comme on dit, des vendeurs tiers qui y référencent leur assortiment. Ça peut être des bouquinistes, ça peut être effectivement des particuliers, j'y reviendrai, ça peut être des libraires, et qui profitent en fait sur la plateforme Amazon, par exemple, ou sur livrerare.com, tentent de bénéficier de l'audience, évidemment, de la plateforme, mais ils y découvrent, évidemment, assez rapidement les contraintes auxquelles ils s'exposent, la commission, qui sur Amazon, par exemple, a pris 5 points en quelques années, et également des données bibliographiques et des données clients qui sont aspirées par la plateforme. Les multinationales du livre d'occasion, c'est le cas Momox, je pense que vous savez qui est Momox, un géant allemand qui a des entrepôts en Allemagne et en Pologne et qui opère sur ce marché-là, en livres, en DVD, en disques, en vêtements également, même si ce n'est pas le cas dans l'espace français. Ce que j'ai entendu dans les entretiens, c'est que l'ennemi numéro 1 des libraires d'occasion, c'est Momox aujourd'hui, c'est pas Amazon. Momox nous tue, etc. L'investissement des particuliers, dont je parlais tout à l'heure, le cas des lecteurs et des glaneurs sur le Bon Coin, j'ai effectivement consacré un chapitre, un article à ces gens qu'on connaît mal finalement, puisque l'idée c'est de voir que les rémunérations sont dérisoires, hein, ça va, pour les cas que j'ai pu enquêter, ça peut aller jusqu'à 200 € par mois quand même, donc c'est pas rien. Mais c'est généralement, l'enquête Sophia nous le dit, ça ne dépasse pas 50 € pour les gens qui revendent des livres. Mais les approvisionnements sont un peu plus diversifiés, c'est-à-dire que vous avez effectivement des gens qui revendent leur bibliothèque familiale, leur bibliothèque privée, donc ça va être évidemment la majorité, mais aussi des gens, j'en ai rencontré à Paris, j'en ai suivi, ce que j'appelle des glaneurs, des retraités de l'éducation nationale, c'était le cas, qui finalement récupèrent des livres à gauche et à droite, des livres, non pas des livres, on va dire, grand public, mais des livres d'architecture, des essais, des livres en langue étrangère, etc., des livres qui vont être sur des niches, finalement, des niches éditoriales. Et voilà, j'ai plusieurs enquêtés qui ont 2 rendez-vous par jour, soit à la poste, soit en face à face, pour revendre ces livres à des étudiants, à des gens, etc. Donc il y a aussi cette petite population qui, évidemment, ne pèse pas lourd, mais qui pèse de plus en plus sur le marché du livre d'occasion. Un enquêté, par exemple, comme voisine, quelqu'un qui fait des résumés de livres pour une émission de télé, et donc il récupère un service de presse quasi quotidien. C'est finalement un flux qui repart ensuite sur les plateformes. Là, le cas, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, 3,5 millions d'annonces de livres, c'est pas rien. Parfois, ce sont des annonces avec un titre, mais vous savez, c'est aussi des lots, des séries, etc. C'est effectivement oui, un flux qui repart sur le marché. Et le sens aussi, je pense que ça, d'un point de vue sociologique, c'est important, c'est-à-dire que les gens le font en grande partie pour l'argent, bien entendu, qu'ils vont soit épargner, soit réintroduire en achetant d'autres livres ou d'autres produits. Mais il y a une autre signification chez ces gens-là que j'ai pu enquêter de près, c'est que ça peut être effectivement une démarche intellectuelle, un rattrapage scolaire. Voilà, c'est-à-dire que finalement, ils deviennent, j'espère ne pas vous effrayer, mais à leur sauce, si j'ose dire, un peu libraires, si vous voulez, libraires amateurs. Et en tout cas, ils éprouvent un certain plaisir à, ce ne sont pas des libraires professionnels bien entendu, mais en tout cas, à jouer ce rôle et à sentir comme ça quelques tendances du marché, les règles de formation des prix, bien entendu, le fait que quand ils mettent certains prix, ça ne vend pas, donc ils vont changer leur stratégie, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet engagement, ce motif ils trouvent du sens à cette activité amateur qui, à mon avis, est aussi à étudier, à examiner de près par rapport évidemment aux rétributions économiques. Vous avez des rétributions symboliques. Le commerce de la récup, plus difficile à enquêter, mais effectivement, là, vous avez un glanage, il me semble, sur les marchés forains. Là aussi, le poids est marginal. Mais il y a un libraire de Lyon, j'ai enquêté à Paris et à Lyon. Un libraire de Lyon, il m'a dit, mais vous avez de la chance, vous à Paris, vous marchez dans la rue, dans les poubelles, vous trouvez des livres. Alors je lui ai tout de suite dit, mais attention, là, je vous fantasmais un peu, etc. Et en fait, cette phrase, j'ai pas mal repensé. Et moi-même, j'ai trouvé des livres, voilà, j'avais une période où je faisais des poubelles, je trouvais des livres, etc. Et des livres, des livres rares, des livres de premier plan, etc. Pas seulement dans les boîtes à livres. Alors il se trouve que dans les boîtes à livres, vous savez, on se souvient toujours des livres intéressants qu'on y a trouvés, mais jamais des 99,9999% des livres de Paul Sulitzer, des livres de régime, etc. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'avait pas tout à fait tort, finalement, dans cette affirmation que je considérais un peu comme un fantasme. Une bourse aux livres de la première année de médecine, on en parlait tout à l'heure dans l'émission universitaire. J'ai enquêté auprès de ce petit marché-là qui est là aussi
pas si anecdotique. Dans mon université, qui est une grande université de médecine, vous avez des étudiants de deuxième année qui, par leur association, organisent effectivement la revente désintéressés, hein, il n'y a pas de bénéfice, dans le cadre d'un programme de tutorat. Et pour avoir fait des observations avec eux, vous voyez que si vous êtes éditeur chez Ellipse ou chez Masson, vous voyez que pour vous c'est important, parce qu'en fait vous allez avoir 150 exemplaires ou 200 exemplaires de 6 manuels, et vous voyez que voilà, ça circule là aussi. Donc c'est autant évidemment de vente de livres, de manuels neufs en moins. Et enfin, effectivement, un pôle en pleine expansion, à la fois le pôle solidaire, on connaît évidemment Emmaüs, 10 millions de livres collectés par an, Emmaüs, un tiers sont remis sur le marché, mais Emmaüs s'est plateformisé énormément, label emmaüs.com, je pourrais revenir dessus, et puis un pôle écologique, qui est effectivement des entreprises éco-solidaires ou des associations éco-solidaires ou environnementales, qui finalement justifient leur engagement sur le marché, à la fois dans la collecte et dans la revente de livres, sur les plateformes ou en boutique, par l'argument environnemental. Et ça, c'est assez nouveau. Le premier acteur à avoir fait ça, c'est Better World Books, qui vend aussi sur les marketplaces Amazon, des livres en langue française, de langue française. C'est deux étudiants américains sur les campus qui ont commencé à collecter des manuels, à les revendre, etc., et après les revendre sur les plateformes. Recyclibre, qui est une entreprise qui a pris une ampleur phénoménale depuis 2008, qui est un des plus gros revendeurs de livres sur les plateformes, que j'ai enquêté de près aussi en rencontrant David Lorrain, son fondateur, un ancien trader en quête de sens qui a créé effectivement un storytelling extrêmement parfait, joue un rôle très fort aujourd'hui sur le commerce du livre d'occasion et est en phase évidemment avec les nouvelles valeurs écologiques associées à la consommation. La petite, et ça j'insisterai beaucoup en conclusion là-dessus, c'est que la grande tendance, c'est que ces acteurs-là revendent des dons. Et aujourd'hui, le commerce du livre d'occasion, la nouvelle règle, ce n'est plus d'acheter véritablement, à part Momox peut-être, mais c'est la revente de dons, c'est-à-dire des organisations qui collectent des dons et qui les repositionnent sur le marché. L'approvisionnement est non marchand. Et ça, c'est évidemment, vous en doutez, d'un point de vue économique, totalement un autre scénario que, par exemple, le scénario à la Gibert. Dans le travail marchand qui m'a intéressé, sur lequel je me suis penché, il y a effectivement deux étapes sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord le tri, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, comment s'approvisionner, premièrement, et comment, de son approvisionnement, on définit un assortiment qui a un potentiel, évidemment. C'est une étape essentielle, c'est également une étape sur laquelle les professionnels du livre d'occasion sont les plus bavards. Je pense véritablement qu'un libraire d'occasion, ce qu'il aime dans le métier, c'est racheter des livres. C'est se procurer des livres, c'est pas forcément voir des lecteurs et rencontrer des clients lecteurs comme vous. Avoir du frais, rentrer de la cam, partir aux champignons, voilà, la liste est longue d'expressions du secteur. C'est véritablement une opération qui fait le sens et l'intérêt du métier. J'ai beaucoup suivi Henri Verrier, la librairie de l'Avenue à Saint-Ouen au Plus, très grande librairie d'occasion, qui fait aujourd'hui 50% de son chiffre en ligne. Il a plus de 80 ans, il vide encore des appartements à Paris. Et il y a dans le livre énormément de témoignages, de petits récits d'observation savoureux lorsqu'il découvre les appartements des quartiers huppés de la capitale et qu'il n'y a que des francoisirs qui n'intéressent pas, etc. C'est-à-dire qu'il a développé, ces professionnels-là développent une petite sociologie des lecteurs français sauvages, extrêmement intéressante, amusante bien entendu, mais assez bien vue finalement. Le profit se crée par effectivement la circulation du livre entre des zones d'échange différenciées. Premier exemple, c'est le cas par exemple pour ceux comme Henri Verrier aussi qui s'approvisionnent dans les salles des ventes. Alors pas les salles des ventes les plus prestigieuses, hein. Drouot au Nord, c'est à la Goutte d'Or à Paris, dans un quartier populaire. Vous rachetez des lots de livres et vous allez en laisser 90% sur le trottoir. Et en tant que libraire, vous partez avec 5 ou 10 livres que vous allez revendre après dans votre librairie. C'est ça, Drouot au Nord. Et on achète par lot. Donc on achète par lot et on revend à l'unité. Donc vous avez compris, effectivement, voilà la règle d'individualisation qui permet la création de profits. Les mortuaires, les bibliothèques privées, donc c'est effectivement dans le cadre de succession,
des professionnels qui souvent se déplacent effectivement vider des appartements. Avec toujours ce sentiment que le livre, c'est la chose dont on s'occupe en dernier, une fois que les meubles et les tableaux, etc. sont partis. L'achat à l'unité également, deuxième mode d'approvisionnement, c'est le modèle Gibert ou Momox. Effectivement, il y a voilà, un prix de rachat qui va être fixé, je vais y revenir, par l'opérateur, par le détaillant. Généralement, très peu de possibilités de négocier, de marchander. Et puis une marge qui va ensuite, évidemment, permettre, 30% chez Gibert à peu près, de créer là aussi le profit pour le détaillant. Et enfin, le modèle qui s'impose, la collecte hors du marché. Je vous en parlais, c'est effectivement Better World Books, Recyclivre, Amaréal, Emmaüs, etc. Où finalement la capacité logistique, voilà, la manutention, etc., c'est un peu le service rendu par ces organisations-là contre une collecte de dons. Recyclivre, qui a démarré en 2008, effectivement, eh bien, se déplace chez vous, en entreprise, en bibliothèque, etc., pour collecter les livres, les déplacer, les stocker, etc. Ce qui traverse un peu tous ces détaillants, quel que soit leur type, c'est une compétence, justement, pour rendre un approvisionnement pertinent d'un point de vue commercial. Et l'idée, c'est de savoir ce que l'on pourra revendre. Voilà la compétence qui est aujourd'hui recherchée. Et une compétence qui repose désormais de plus en plus sur des algorithmes, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Recycle-Livre, Momox, Gibert, même de plus en plus, eh bien, utilisent finalement un équipement informatique selon différents critères, notamment en aspirant les données de concurrents sur les plateformes, voir quelle est leur offre, quelle est sur un titre en particulier l'état des ventes, etc., et chez eux aussi, bien entendu. Et la réponse, c'est est-ce qu'il y a une pertinence à conserver ou non le livre que l'on a collecté. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui massif. David Laurin, Recycle-Livre, me dit on ne serait pas là à parler aujourd'hui, c'est un libraire d'occasion, c'est un informaticien, c'est un programmateur informatique. Et puis la deuxième étape, c'est effectivement qui fonctionne de la même façon, la formation des prix de revente, avec à la fois l'établissement d'une cote internet, qui est parfois même d'ailleurs consultée, moi je l'ai vu, par des libraires dans les magasins, par des libraires d'occasion en boutique, qui vont regarder à quel prix revendre tel ou tel livre dans leur boutique en fonction de ce qui se revend sur les plateformes. Donc le livre d'occasion, le prix, je vous le disais, est déterminé par le revendeur et non par l'éditeur, vous le savez, et ce que j'ai pu voir aussi dans le réseau traditionnel, en tout cas chez les bouquinistes ou les libraires de marché aussi, sur les marchés forains, vous avez parfois des libraires, c'est qu'il y a quand même des pratiques qui sont aujourd'hui de plus en plus déstabilisées, mais des pratiques partagées, c'est-à-dire que beaucoup de libraires voilà, ont retrouvé un peu des similarités entre les pratiques de différents libraires. Prix de rachat multiplié par un nombre entre 4 et 8, c'est un peu ce que j'ai étudié, sauf pour certains titres comme la Pléiade. Il y a différentes façons selon les secteurs éditoriaux, mais finalement selon les détaillants, ceux qui n'utilisent pas finalement, ceux qui ne se réfèrent pas à la cote internet, avaient des pratiques assez proches. Il y a d'autres pratiques qui existent, effectivement, les prix bas et par lot. Et puis, chez Gibert, vous avez un équilibre extrêmement, on va dire, scientifiquement maintenu, d'occasion. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, la cote Internet s'impose comme aujourd'hui un repère chez les particuliers. Les particuliers du Bon Coin, par exemple, qui vont même s'ajuster en dessous de ce qu'ils ont pu voir ailleurs. Les professionnels et les détaillants numériques. Et les détaillants numériques, donc Momox ou Recycle-Livre, ont évidemment développé aussi des moteurs informatiques, des programmes informatiques pour ajuster leur prix à la concurrence. C'est-à-dire que si vous revendez un livre sur une plateforme cet après-midi à 5,99 et que Momox l'a à 6,99, et bien ce soir ou quelques heures après, il sera en dessous de votre prix. Voilà. Et l'usage des algorithmes, évidemment, a des conséquences puisqu'il réduit
la marge des détaillants traditionnels et disqualifie leur expertise et les pratiques partagées que j'avais pu observer sur tel ou tel marché. Et véritablement, cet équipement informatique, cet usage, les place hors compétition, puisque, évidemment, ils ont des charges, ils sont sur un autre modèle économique. Momocast, Momoctu, etc. En conclusion, véritablement, c'est un marché dont l'espace commercial s'étend, mais le marché échappe aujourd'hui à ses professionnels. L'histoire de Gibert est emblématique de cette grande transformation. Gibert a pris le virage numérique, mais avec beaucoup de retard, premier point. Et deuxième point, je ne crois pas qu'ils, encore aujourd'hui, utilisent les algorithmes de formation des prix pour ajuster leur politique commerciale à celle de leurs concurrents. Le nouveau modèle de vente, je vous en ai parlé aujourd'hui, on parle plutôt de revente de dons sous algorithme, plutôt que de rachat de livres et de revente, ce qui évidemment change beaucoup les choses. Qui devient aujourd'hui libraire d'occasion, ou qui est libraire d'occasion aujourd'hui? De moins en moins un indépendant ou un salarié, de plus en plus un bénévole associatif, un employé en contrat d'insertion, c'est le cas chez Recyclivre, c'est le cas dans les ressourceries que j'ai étudiées également, chez Emmaüs, et un préparateur de commandes. Donc là, l'image du piqueur d'Amazon, vous le retrouvez bien entendu dans l'entrepôt Ares, je crois que c'est son nom, qui travaille pour Recyclivre. La banalisation du livre d'occasion est aussi susceptible de provoquer le déclin du consentement à payer le prix du neuf. Évidemment, tout à l'heure on parlait d'ailleurs, quelqu'un d'entre vous disait que le livre de poche arrivait de plus en plus vite par rapport au grand format. Il est attendu, le livre de poche. Le Françoisir a un peu disparu entre les deux. L'édition Françoisir a plutôt disparu, ce qui change un peu les choses. Et puis on a vu les grands éditeurs investir de plus en plus le format poche, d'un point de vue éditorial, de la fabrication et du marketing, de la commercialisation. Mais je crois aussi qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui attendent l'offre d'occasion aujourd'hui, surtout dans les périodes d'inflation. Pour autant, je pense que le parasitage progresse, mais on a vu tout à l'heure les chiffres sur plutôt les livres de fond, les livres plus anciens. C'est plus un parasitage renforcé qu'une cannibalisation du marché du livre neuf par l'occasion. Alors, deux questions pour terminer. Le livre d'occasion est-il bon pour la planète? Moi, je fournirai une réponse extrêmement contrastée à cette question-là. Effectivement, aujourd'hui, des acteurs aux pratiques de plus en plus industrialisées, professionnalisées, eh bien, rallongent incontestablement la vie du livre. Voilà, ils permettent par les plateformes de rendre l'offre visible, disponible, etc. Ils mettent en avant, je pense que c'est assez sincère, un projet écologique conforme aux nouvelles normes de consommation. Quand vous achetez effectivement sur Recyclivre, il y avait tout à l'heure le petit visuel, il y a 10% qui est reversé à des associations qui luttent contre la déforestation ou des associations qui luttent contre l'illettrisme. C'est assez sincère. Et évidemment, ces organisations-là vous font exister comme consommateurs responsables. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la communication de Recyclivre, que j'ai étudiée de manière approfondie, vous fait exister effectivement ces lecteurs, ces consommateurs, comme des citoyens éco-responsables. Et ce message-là est évidemment extrêmement diffusé et flatte l'identité du consommateur. Pas oublier que quand on vous dit qu'il faut consommer responsable, on vous dit aussi de consommer. C'est une illusion écologique, de mon point de vue. Alors je tape un peu fort, mais je pense véritablement que le marché de l'occasion, quels que soient les produits aujourd'hui, est tout simplement un nouveau mode de surconsommation, plutôt qu'une forme alternative d'approvisionnement conforme à l'enjeu, cohérent à l'enjeu, à l'impératif écologique. Premièrement, 60% des transactions passent par les plateformes, qui ont un bilan carbone avec la livraison individualisée extrêmement négatif. On commence de plus en plus à connaître, mais c'est difficile toujours. Je vous ne parle pas de l'emballage, des cartons, etc. Ça vaut aussi pour les livres neufs. Les pratiques associatives étonnantes et peu éco-responsables. Je vous donne une petite anecdote. Dans une ressourcerie, on reçoit des livres gratuitement, enfin des dons. On va voir sur Momox combien Momox les reprend. Donc le premier tri, c'est Momox. Le deuxième, ce que Momox ne veut pas, est revendu
pour 1 000 € à peu près par mois. Momox, c'est 2 000 €, ça leur rapporte 2 000 € par mois, pas mal quand même. 1 000 € environ les étagères de livres dans la boutique ressourcerie, et dernière catégorie, on les donne devant, etc., devant la boutique. Voilà. Sauf que quand vous renvoyez des livres chez Momox, ça part de Paris 13e arrondissement jusqu'en Pologne ou en Allemagne, des livres en langue française qui, évidemment, vont ensuite revenir sous forme individualisée, en livraison individualisée en France, ou en tout cas dans les pays francophones. Bilan carbone absolument inqualifiable. Et puis, dernier point, l'offre d'occasion, quels que soient les produits, accélère la consommation. C'est-à-dire qu'effectivement, le prix bas, les économistes vous le diront, l'occasion stimule la consommation, il faut le rappeler. C'est-à-dire que, ou la surconsommation, le prix agit comme un signal qui vient évidemment accélérer la consommation. Il y a une très belle enquête qui a été faite, je dirais vraiment du bien des chercheurs en marketing. Et là, je vois une très bonne enquête de 3 chercheuses de l'Université de Lille sur Vinted. Et elles ont extrêmement bien réussi à montrer que, évidemment, les notifications, le marketing relationnel, les newsletters, toute la communication entre l'application et vous, tout ça accélérait la consommation. Alors non pas que vous allez accumuler plus de vêtements, mais vous allez en acheter en pensant que vous allez pouvoir les revendre, et vous allez renouveler en fait plus facilement et plus rapidement votre garde-robe. Et derrière ça, il y a évidemment des serveurs informatiques, il y a évidemment des camions à l'énergie fossile qui circulent, etc., etc. Donc je pense qu'on est plutôt dans un panorama, ou en tout cas une configuration de redéploiement du capitalisme en réponse à la crise écologique, plutôt que dans un mode d'approvisionnement alternatif et, comme je vous disais, conforme à l'impératif écologique. Pour autant, évidemment, 60% passent par les plateformes, mais il existe, ça reste évidemment marginal, mais il existe évidemment des systèmes de revente de livres d'occasion localisés, et c'est évidemment pour l'environnement la structure, le dispositif à privilégier. Dernière question, l'offre d'occasion dans les librairies de nouveautés. Alors, dans le cadre de l'enquête de la SOFIA, on a réussi avec le syndicat des librairies françaises à vous interroger sur ce marché de la seconde main, et 20% des libraires qui ont répondu au questionnaire du SLF ont déclaré proposer plus ou moins régulièrement du livre d'occasion, plus ou moins ponctuellement, et voilà, l'engouement n'était pas au rendez-vous, c'est-à-dire que peu ont déclaré vouloir s'investir davantage. Attente en progression chez leurs clients, malgré tout, je crois en tout cas savoir par l'enquête de l'Obsoco, mais aussi par l'enquête du SLF, que de plus en plus de clients vous demandent à la fois ce qu'ils peuvent faire de leurs livres, mais aussi si vous ne disposez pas d'un rayon de livres d'occasion. C'est une orientation vers l'occasion qui peut paraître périlleuse. Je vous le dis, donc 60% des transactions se font sur les plateformes. C'est un autre métier, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant l'enquête. C'est du vrai commerce dans la mesure où effectivement il n'y a pas d'office, les prix sont fixés par les détaillants. Et alors effectivement, vous pouvez collecter les livres que vont vous ramener vos clients, et pourquoi pas tout un tas de systèmes aujourd'hui qui reviennent. La FNAC a fait ça il y a très longtemps déjà, contre des bons d'achat, etc. Mais bon voilà, vous ne les revendez pas forcément les livres. Et tant mieux, puisque qu'est-ce qu'on va vous ramener? Il faut savoir que ce qui se vend beaucoup comme livre d'occasion, ce sont des livres qui se sont beaucoup vendus en neuf. Il n'y a pas véritablement de décalage. Donc vous allez revoir les livres que vous avez vendus il y a quelques années, avec un potentiel commercial assez limité, mais ce n'est pas vous, encore une fois, qui allez vous en occuper, puisque ce sont des prestataires qui vous ont contacté pour éventuellement être un lieu de collecte. Et puis effectivement, alors si vous cherchez à les revendre, il y a un risque de surstockage très rapide, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'office. Alors, sur un assortiment généraliste et large, vous rentrez effectivement en compétition frontale avec les plateformes, et vous aurez affaire évidemment à une offre qui a des prix extrêmement bas par rapport aux vôtres. Mais sur des niches éditoriales, ça a, semble-t-il, plus d'intérêt. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on se promène en librairie. Moi, je ne suis pas dans une salle de conférence à Nancy, je suis en librairie à Nancy et ailleurs. Et effectivement,
effectivement, j'ai pu en voir beaucoup sur un ou deux thèmes, régionalisme, polar, littérature jeunesse, mémoire locale, on en parlait tout à l'heure, ou écologie. On voit effectivement certains libraires qui ont une offre de livres d'occasion extrêmement bien, évidemment, paramétrée, si j'ose dire. Mais encore une fois, c'est du travail supplémentaire, de la manutention, journal de vente, etc. Et puis, c'est vu plutôt, en tout cas chez ceux qui le font, comme un service supplémentaire plutôt qu'une activité véritablement lucrative. Voilà. Je me promenais aussi, vous voyez, je me promène beaucoup en librairie, j'étais à Namur au mois de mars, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il y a Papyrus, qui est une très belle librairie, je ne sais pas si vous la connaissez, et à côté il y a Oxfam, une librairie d'occasion qui s'est montée. Pour autant, c'est vu comme, c'est pour ça que mon message est plutôt de rassurer, plutôt comme complémentaire plutôt qu'un substitut. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez des questions, on peut évidemment continuer à échanger. Il y a un vide fiscal, enfin, je pense qu'il faudrait interroger l'administration fiscale, mais effectivement, comme le modèle qui s'impose, c'est la collecte de dons. Après, sur tout le commerce d'occasion, c'est le brocante, etc., c'est sur la marge. Donc ça veut dire que ça nécessite que en fait, tous les livres, que ce soit du don ou du rachat, soient listés avec un prix de rachat ou un lot. Alors, ça nécessite ça, sauf que moi j'ai bien enquêté par exemple chez Boulinier, vous n'avez aucun équipement informatique chez Boulinier. C'est encore les cahiers de l'époque à la main. Non, bien sûr. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que ça nécessite. Ils n'ont pas de compte à compte. Je ne sais pas comment. Et d'ailleurs, même si vous leur demandez un livre, ils vont vous dire c'est plutôt là, etc. Oui, il n'y a absolument aucun repère qui aurait un appui informatique chez vous. Parce qu'effectivement, du côté, pour l'administration fiscale, c'est Boulinier, c'est anecdotique, c'est tout ce que vous voulez, etc. Sauf que, en fait, non. Je vous dis dans le bouquin, il y a, quand vous voyez les marges, il y a des marges à 200% chez Boulinier. Donc c'est extrêmement lucratif, c'est une petite entreprise familiale qui quand même a racheté il y a quelques années un réseau de soldeurs monalisés, 3 ou 4, voilà, c'est quand même une entreprise importante finalement qui dégage beaucoup de chiffres, mais où rien n'est informatisé. C'est étonnant. Petite question, mais qui s'adresse plus à mes confrères. Est-ce que quelqu'un fait du livre d'occasion dans la salle? Non? Ah, vous êtes représentatif des libraires de France. On a eu à un moment donné, mais bon, on n'a pas eu de rayon de livres d'occasion. Oui. On a passé un cap il y a quelques années assez douloureux pour nous, où donc on a travaillé avec une société qui s'appelait Chapitre et la Japy. Et donc nous reprenions les livres, et donc ensuite on reprenait les livres, on faisait un bon d'achat, et donc c'est eux qui collectaient, on renvoyait par pactage, d'où le côté écologique, on renvoyait tous les livres directement au siège. Mais on n'a jamais eu un rayonnage purement, moi je dis dans le passé, au niveau du livre scolaire, quand nous avions encore des livres scolaires, vous savez, les enfants avec un cartable, bon, désolé. Mais sinon, c'est un travail énorme. Je pense que je dois être d'une de celles qui a répondu, c'est un métier à part, parce qu'il faut une logistique qui est assez importante à mes yeux en tout cas. Vous avez raison, le livre d'occasion à une origine scolaire, c'est l'histoire de Gibert, fin du XIXe siècle, où effectivement avec les manuels, etc. Et de plus en plus finalement, quand les collectivités locales ont pris en charge l'achat des manuels pour les établissements publics, l'occasion est devenue en fait positionnée sur la librairie générale. On peut peut-être distinguer aussi les libraires qui vendent de l'occasion et ceux qui reprennent uniquement de l'occasion. Parce qu'il y a un marché, on en a discuté pendant le repas, midi en particulier, par rapport à Maréal, qui fait de la reprise. Donc on s'interroge tous en réalité sur le bien fondé de l'opération, sachant bien qu'on ne va pas développer un chiffre d'affaires énorme, mais moi ce qui m'a conduit en fait à m'inscrire dans ce dispositif, c'est ne pas laisser partir les clients éventuels, toute une population jeune qui est réceptive à ce type de discours. Sachant très bien qu'on n'a pas tous, nous les libraires, des espaces suffisants pour stocker la reprise, et que je suis bien d'accord avec Astrid, on n'est pas, c'est un autre métier, c'est une autre profession. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, nous donner des indications peut-être très pratiques sur les systèmes? Moi je connais à Maréal, puisque j'ai souscrit il y a 8 jours, je voulais savoir un petit peu ce que ça donnait, et aussi Friperie, avec lequel on a fait... Il y a une multiplication de prestataires qui viennent effectivement
effectivement vous démarcher pour vous offrir, vous payez évidemment, il y a un abonnement, ça peut être 300 € par an, des choses comme ça. Dans Montréal, il n'y a pas. D'accord. Friperie, c'est payant en tout cas, parce qu'il y a une libraire pas loin de chez moi qui le fait, qui m'a demandé ce que j'en pensais, etc. Et, à mon avis, il faut veiller à plusieurs choses. C'est que c'est un service que vous offrez finalement, c'est vu comme ça pour vos clients, mais en échange, qu'est-ce qu'ils vont avoir eux? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir, je crois, un bon d'achat, mais avec des sommes extrêmement dérisoires. Et du coup, la confusion, elle peut arriver. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui fixez le bon d'achat ou est-ce que c'est le prestataire? Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le client, on va dire, voilà, qui ne connaît pas l'activité, c'est évidemment très complexe aujourd'hui. Il faut, à mon avis, veiller à cette relation commerciale ne soit pas perturbée par l'action de ce prestataire. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Parce qu'effectivement, si il ramène des livres et il a 27 centimes, comme chez Boulinier, si vous voulez, par exemple, il peut se dire, mais alors où va l'argent si le livre est revendu à 5 € ou 10 € sur les plateformes, qui s'en occupe? Voilà, ça peut, il y a une pédagogie, à mon avis, à faire pour vos clients, pour votre communauté de clients, si j'ose dire, mais il faut bien comprendre que tout le monde, 80% de vos clients ne comprendra pas véritablement le système économique. Pour moi, je trouve ça c'est assez confus quand même. C'était il y a 10 ans, donc aujourd'hui je pense que les choses ont évolué. Ouais. Nous c'était il y a 10-12 ans, donc on avait ce système en place, et c'est vrai que c'était très compliqué, parce que voilà, la personne qui va avec un livre, qui l'a acheté 20 €, oui. bon, nous on ne donnait pas du tout, c'était vraiment le logiciel qui calculait, de lui donner, j'ai n'importe quoi, 1 € ou 2 €. On a eu des moments un peu compliqués, ça, je l'ai entendu, je pense que ça a beaucoup évolué en 10 ans. Par rapport à ce qu'on a connu, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout ce côté, comme vous parliez tout à l'heure de Vinted et des choses comme ça, où les gens, même des fringues achetées à 200 €, les revendent à 10 et puis ils sont vachement contents. Ouais. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a énormément, je disais, la deuxième vie du livre, et c'est troisième, quatrième, cinquième. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, il y a une prolongation de la vie du livre, ça c'est évident, même les vêtements, etc. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des formes voilà, de non-marchands, de boîtes à livres, des gens qui vont collecter des livres dans les boîtes à livres pour essayer de les revendre. Chez Emmaüs également, pour voir combien ils pourraient récupérer s'ils revendaient ça, si Momox les reprenait. Enfin, voilà, il y a tous ces mécanismes-là qui se mettent en place. Et la grande nouveauté, c'est effectivement les plateformes et les particuliers. C'est-à-dire que les particuliers agissent énormément aujourd'hui sur le marché du livre d'occasion. Soit pour replacer des livres non marchands, si vous voulez, sur le marché, ou soit pour effectivement leur bibliothèque, etc., ou livres glanés, ou soit effectivement pour acheter eux-mêmes des livres d'occasion. Tous ces dispositifs, en tout cas, moi je l'ai vu, effectivement, l'Armitière a lancé ça, enfin, la FNAC il y a très longtemps. La première, c'est le premier chapitre du livre. La première idée, c'est Jean-Étienne Numéret, un libraire d'ancien à Paris qui faisait le tour il appelait ça le tour du monde. Et il achetait des livres depuis les années 70, il en avait partout, etc. Il les stockait. Et il faisait passer des annonces dans Le Monde et dans Le Figaro. Vous cherchez un livre épuisé, appelez-moi. Et il vendait 2000 livres par semaine, c'était considérable. Il a informatisé sa base à la fin des années 90 et il a dû laisser les locaux, il a dû quitter les locaux dans le 16e arrondissement rue de la Pompe où il avait stocké les livres. Il a dit, je suis foutu, il y a Internet qui arrive et je dois partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à François-Henri Pinault, il a proposé à la FNAC à la fois le nom d'entreprise, la base informatique et les livres, et contre toute attente, la FNAC a accepté. La FNAC n'a pas su quoi en faire, et ça a constitué le premier stock de chapitres.com. Et j'ai retrouvé des anciens chapitres qui étaient allés chez Jean-Étienne Numéret pour faire la manutention, et les chapitres a commencé par ce stock-là. C'est en quelle année ça? Ça, c'est fin des années 90. Chapitre, c'est 97, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, Donc, en fait, c'est l'ancêtre. Jean-Étienne Numéret, qui est encore parmi nous, j'ai interrogé, moi, il y a un petit moment, mais il est encore là. C'est lui qui a créé, finalement, avant Internet, la marketplace, quoi. C'est un peu ça. C'est la plateforme avant la plateforme. Donc, c'est très ancien, effectivement. Il avait des courtiers aussi. Enfin, voilà, il envoyait des gens chercher des livres à gauche, à droite, en France, etc. Après, tous les dispositifs, effectivement, de collecte de livres contre bon d'achat, voilà, moi, je pense qu'il faut effectivement bien éduquer, bien informer vos clients, parce qu'il peut y avoir comme ça des confusions entre savoir si c'est vous, si c'est l'entreprise, etc. Il se trouve qu'il y a énormément de startups qui se mettent sur le marché aujourd'hui, des jeunes, des écoles de commerce, etc., qui voient l'occasion. Moi, je le vois aussi à mon niveau, c'est-à-dire qu'on voit que l'occasion aujourd'hui, ce sera un nouveau miroir aux alouettes, c'est très compliqué. Il y a effectivement, vous avez raison, des règles et des normes logistiques extrêmement élevées.
Et il y a un caractère lucratif qui existe, mais pas chez tout le monde et chez les plus gros pour aller vite. Donc, en tout cas, en libraire d'occasion online, il y a eu beaucoup d'acteurs ces dernières années et le marché s'est concentré. Momox, Recyclibre, etc. On peut savoir pour ceux qui font de la vente d'occasion comment ils fonctionnent pour effectivement la collecte, enfin Alors, nous, on fonctionne en rachat et en don, donc au niveau de la collecte. Là, j'avouerais que ces dernières années, on fait de moins en moins d'occasions. On a eu une grosse demande au début, ça s'essouffle petit à petit. On faisait vraiment assez large en termes d'assortiment. On avait du roman, du polar, de la bande dessinée. Nous, de base, on est spécialisé dans la bande dessinée. Donc, ça représente un contexte obligé, on va dire. Et c'est vrai qu'après, les gens s'imaginent qu'en ayant acheté par exemple un livre 15 €, ils vont pouvoir aussi 14. Voilà. En fait, voilà, c'est tout le programme d'éducation derrière à faire. Et nous, on leur explique, ben voilà, si on le rachète à 14 €, concrètement, c'est pas possible. Donc voilà. Oui. Voilà. Nous, l'occasion, il apparaît un peu, par exemple, par contre, dans notre stock, on fait des étiquettes derrière les livres et on met le prix nous-mêmes. Mais si quelqu'un nous demandait en caisse, vous avez tel livre ou tel manga, par contre, si les gros-titres, on va savoir, mais il y a des trucs qu'on a depuis l'animation de la librairie, concrètement, on sait pas ce qu'on a en occasion, quoi. Donc, ça, les gens vont chercher, vraiment. Il faut se dire, derrière aussi, il y a l'étiquetage, il faut identifier dans les rayons. Alors nous, on ne l'a pas mis en ligne, parce que si vous avez décidé de mettre tout ça en ligne, ça veut dire que même en passant par Librisoft, alors je crois qu'ils ont un module occasion si je ne dis pas de bêtises, mais il faut pouvoir identifier le neuf de l'occasion. C'est encore différent. En plus, derrière, il faut identifier l'état, s'il est quasi neuf, s'il est un peu abîmé, des choses comme ça. En fait, c'est vrai que c'est pas mal de boulot derrière, mine de rien, si on veut vraiment se lancer dans l'occasion. Donc ça peut vite devenir compliqué, et sur des petites structures, ça l'est encore plus. Moi, j'ai travaillé dans 2 structures différentes, chez 2 sites où on faisait aussi de la reprise d'occasion sur le scolaire. Le truc était informatisé, très carré, très professionnel, ça se passait hyper bien. Et il y avait une marge assez importante. Et je l'ai fait aussi sur du manga, donc la librairie spécialisée aussi, où on rachetait les livres à 50 centimes payés cash ou 1 € avec un bon d'achat qu'on revendait 4,50. Du coup, comme c'est spécialisé et tout est informatisé, on connaît le stock et il y a un vrai suivi, que ce soit sur le rachat, genre on a déjà 15 exemplaires du One Piece tome 1, donc on ne va pas en reprendre, donc on sait exactement ce qu'on achète et ce qu'on vend. Donc il y a un bon suivi. Voilà. Après, quand c'est sectorisé, je pense que ça peut aider à avoir une gestion assez saine. Et du coup, de 1 € ou 50 centimes en cash, revendu 4,50, c'est quand même hyper intéressant en termes de marge. Mais alors, juste, il y a la question aussi de renouvellement de la clientèle en librairie. Pardon, le point de renouvellement de la clientèle en librairie et de cette nouvelle génération qui arrive, quel que soit de toute façon ce qu'on va leur dire, sachant qu'il faut bien expliquer effectivement, parce que les gens sont très surpris au départ. Moi j'en ai fait l'expérience, vous prenez 27 centimes, 1 €, un bon de jeunesse, 1,80, etc. Puis en définitive on discute du bon, j'ai 12 €, il est allé dans le rayon, il a repris, il a déduit sans avoir. Nous on s'est fait payer par la structure, enfin par Amaria, pour parler clairement, immédiatement. En termes de logistique, on s'assure que, alors il passe par Mondial Relais, moi je me suis assuré, il y a 4 points Mondial Relais, dont un dans la rue derrière, que je dépose en repartant chez moi. Donc pour l'instant, effectivement, outre le fait que moi je ne fixe pas les prix, moi ça me semble intéressant, parce qu'il y a des familles qui reviennent, il y a des jeunes qui arrivent qui ils se disent en définitive, je récupère peut-être pas 5 € sur le bouquin que j'ai payé 20, je récupère 2 €, mais c'est toujours 2 €. Et il y a des problèmes de place aussi, et je ne peux pas tout stocker. On n'a pas, moi, c'est des interrogations. Hein. Moi, j'avais tendance à conserver les livres, puis à un moment donné, voilà. Mais moi, je vois mes enfants, ils les lisent, mais ils ne les gardent pas. Bon. C'est toutes des questions, mais j'en viens à ma première question, c'est le problème du renouvellement du public et des nouvelles générations
en librairie. Il y a un autre problème peut-être aussi, là je change un peu de sujet, sur le désherbage en bibliothèque. C'était un peu l'activité première d'Amarial. Et là moi j'ai un problème là-dessus, c'est que les entreprises éco-solidaires ont réussi à, dans une loi sur l'environnement qui a été votée il y a moins de 2 ans, à se mettre dans la liste des acteurs récupérant le désherbage. Et ils le font évidemment avec intérêt. Mais ça pose problème parce que les bibliothèques, elles sont évidemment financées par l'impôt, et vous rachetez le livre après. Donc ça veut dire que vous payez 2 fois le livre. Voilà. Et ça, moi je pense que c'est problématique aussi. Après, autre question sur l'écologie, il y a aussi, par rapport à la surproduction, voilà, il y a eu des éditeurs ce matin, je pense qu'il y a une question aussi, c'est celle du solde, qui doit peut-être être restructuré, et qui, voilà, qui est peut-être un peu plus écolo finalement, ou en tout cas qui donne un débouché supplémentaire. Il a beaucoup disparu, hein, c'est un circuit qui a beaucoup disparu, un circuit supplémentaire pour éviter le gaspillage, le recyclage, le pilon, etc. Juste sur le public, parce que la question du renouvellement, l'enjeu de la question d'Olivier, ce serait de savoir si les usagers, les clients du livre d'occasion, et notamment sur les plateformes, c'est particulièrement un public jeune, ou est-ce que tu as des Non, données c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est quelque chose qui s'est banalisé. Il y a même, on a des questions là-dessus, on n'a pas encore les résultats, sur le cadeau, le livre d'occasion comme cadeau. C'est quelque chose, voilà. Alors ce sont des déclarations évidemment, après je ne vois pas pourquoi vous m'en tirez sur cette question-là, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui significatif. Voilà. Il y a une banalisation, véritablement. Je ne pense pas que ça passe par les jeunes. D'ailleurs, dans les grandes enquêtes sur les préoccupations environnementales des Français, c'est pas, contrairement, c'est contre-intuitif parce qu'on voit les jeunes, etc., mais c'est pas les 20-30 ans, hein, c'est les 25-50 ans à peu près, où ces normes écologiques sont les plus diffusées, les préoccupations environnementales sont les plus diffusées. Donc c'est pas forcément les jeunes, mais effectivement, oui, l'offre d'occasion, les vêtements, les livres, etc., les voitures, les mobiliers, tout ça, c'est quelque chose aujourd'hui de totalement banalisé. Aussi que le livre, il faisait une sélection Noël. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est un phénomène sociologique plus large? Enfin, vous donniez au départ les chiffres globalement de l'occasion, ça vaut pour... Alors, c'est un phénomène sociologique, surtout économique malgré tout, puisque en fait dans les enquêtes, le premier mobile, il est économique. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement d'abord faire des économies, et bien loin derrière, vous trouvez la préoccupation environnementale. Oui, et bien peut-être aussi pour ne pas s'encombrer, enfin je veux dire... Ah oui, d'accord, mais on les revend pour l'argent. C'est une question de tout, j'allais dire. C'est une question On de veut tout. se débarrasser, on va se... C'est de mémoire, c'est 68% hein, des répondants, c'est ça. Non, déjà. Ils ne prennent plus, les bibliothèques ne les prennent plus. Enfin, il y a aussi des circuits qui ont disparu. Oui. Les bibliothèques ne prennent plus de livres, Emmaüs, il les prend quasiment plus. Ah bah, ils en prennent 10 millions par an, Emmaüs. Oui, mais par rapport à tout ce qu'on leur propose... Ouais. 10 millions, mais évidemment, ils ont des capacités de manutention logique. Alors, il se trouve que Recycle Livre va en puiser chez Emmaüs aussi. C'est-à-dire que ces entreprises lucratives vont chercher chez les ONG des livres, voilà, c'est aussi ça. Dans notre enquête GFK pour le ministère de la Culture, le premier réseau mentionné, c'est Vinted. Ça vous a surpris aussi. Je connaissais Vinted pour les vêtements et pas pour les livres, mais c'est Vinted qui arrive en premier, le plus cité. Il se place, il semblerait qu'il se place quand même très haut par rapport, enfin, bien sûr c'est pas encore le bon coin, mais quand je vous dis que c'est un marché qui échappe à ses professionnels, c'est le cas. C'est-à-dire que Gibert a une forte image dans le quartier latin, mais c'est évidemment fini depuis très longtemps. Je voulais juste nous donner avec Delphine, on travaille à la région, à la DRAC, et donc on a les dispositifs de soutien à la librairie. Et je vous le mentionne parce que je n'ai pas sûr, vous étiez arrivés ce matin, quand on a présenté les dispositifs, on a intégré, et à ma connaissance, je pense qu'on est la seule région à l'avoir, enfin j'en suis même sûre à l'avoir fait, on a intégré comme aide éligible, comme les travaux, l'aide à l'emploi, etc., la constitution d'approvisionnement ou d'implantation d'un rayon d'occasion. En fait, comme une possibilité, alors on est assez conscient des limites de la proposition et en termes de nombre de libraires intéressés. Ça peut être au final 1 ou 2 libraires qui vont déposer un dossier là-dessus, mais on s'est dit qu'on n'allait pas se
à la fois se l'interdire et en même temps ce que vous dites, ben voilà, ça percute l'idée peut-être de la fausse bonne idée. Si je peux me permettre, c'est pour des raisons environnementales Non, plus de circuits courts. Non, beaucoup plus de circuits courts et aussi d'accompagnement d'une demande de la clientèle et que nos libraires indépendants régionaux voilà, puissent être accompagnés si eux-mêmes souhaitent. Et c'est aussi se dire, ben voilà, s'il faut participer financièrement à 2 000 à 3 000 euros pour avoir un stock d'approvisionnement travaillé, comme on veut travailler un nouveau rayon, on peut être à notre bon endroit en tant que puissance publique. Pour votre parfaite information, c'est un dispositif cofinancé Région DRAC CNL. Et au départ, le CNL n'était pas convaincu par le fait de mélanger, d'intégrer ça dans le dispositif. Comme on était 2 sur 3 à l'être, voilà, ils sont en tout cas intéressés pour voir est-ce que les libraires s'en saisissent ou pas, est-ce qu'ils se saisissent de cette, le mot n'est pas joli, carotte financière pour dire bah, je me lance. Donc on pourra tout à fait partager au bout de 3-4 ans ce que ça a donné, ça reste un petit sujet. Et l'autre question, c'est est-ce qu'au sein de l'école de la librairie ou d'autres, ou de SLF, des modules, c'est vraiment une question verte, des modules se créent pour... Enfin, c'est souvent là où on voit où les choses s'installent, c'est quand il y a des formations organisées pour... Non, il n'y a pas de formation. Moi j'ai présenté l'enquête à l'école de la librairie, mais il n'y a pas de formation précise pour l'instant. Et la dernière question, c'est moi je vois la question du livre jeunesse, que je trouve très peu en occasion en fait. Alors est-ce que c'est parce que c'est des choses qui sont trop abîmées ou plus sentimentales? Mais c'est vrai que la question, et ça rejoint ce que vous disiez sur la spécialisation de l'occasion, c'est peut-être là le creux à interroger. Le livre jeunesse, je crois que le livre jeunesse, il est beaucoup sur les marchés opus, tout ça. C'est un autre circuit. Il y a du solde, du solde pas mal encore. Le solde qu'on voit encore aujourd'hui, c'est les beaux-arts, les beaux livres. Il y a encore des réseaux structurés là-dessus. Et à la sortie des Bouches de métro, à Paris, de la jeunesse. C'est un autre circuit encore. C'est du solde. Donc ce sont des invendus en fait, c'est pas des livres d'occasion.